Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degout et Guillaume Rivalan. Ce temps où Lourdes était champion de France de rugby. On parlait de rugby, mais là c'était en off. Mais là on va parler vraiment d'un sujet beaucoup plus lourd. C'est aujourd'hui et pour une durée de 9 mois que commence le procès des attentats de novembre 2015. Des attentats qui ont fait 131 morts et 413 blessés et qui ont meurtri la France. Face à la menace terroriste, certains demandent des peines plus lourdes, comme Xavier Bertrand qui a proposé une peine de 50 ans pour les personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme. Rappelons que sur les 20 personnes dans le box des accusés aujourd'hui, 12 risquent la perpétuité. Faut-il donner à la justice la possibilité de prononcer une peine de 50 ans de prison pour les terroristes? Vous êtes 95,4% à dire oui sur Twitter. Avec nous, c'est d'ailleurs une des vraies voix depuis la semaine dernière, Didier Lebray, coordinateur du renseignement à l'Élysée au moment des attentats. Didier Lebray, bonsoir. Bonsoir. Quand les attentats ont eu lieu, vous travaillez avec François Hollande à l'Élysée. A-t-on envisagé à l'Élysée de faire une peine, par exemple, à 50 ans, comme l'a proposé il y a quelques jours Xavier Bertrand? La question ne se pose pas en ces termes. D'abord, la justice est souveraine. On va avoir 9 mois de manifestation de ce qu'est la justice dans notre pays. Donc, ça n'est pas aux hommes politiques de se prononcer à la place de la justice. Je pense que, au vu des faits qui sont reprochés aux personnes qui vont passer ces 9 mois à tenter d'expliquer ce qu'ils ont fait, je pense qu'il y a peu de chances qu'on soit très loin des 50 ans réclamés. En revanche, je comprends très bien que ça puisse heurter la conscience des victimes, l'idée même que ces gens-là puissent, à un moment, bénéficier de circonstances particulières qui feraient qu'il n'y aurait pas de peine qui serait assortie d'un minimum de sûreté. Et donc, avec l'idée que ces gens-là, on n'a pas envie de les revoir dans la nature. Mais c'est pas aux responsables politiques de recodifier le régime des peines. Philippe Bilger, vous qui êtes avocat général, vous avez requis dans de grosses affaires de terrorisme? Oui, mais j'aimais pas ça, parce que sans jury, bon. Mais pardon, Philippe, d'aller directement vers Didier. 2 observations, Didier, sur lesquelles j'aimerais votre avis. D'une part, je trouve intéressante la proposition de Xavier Bertrand, parce qu'elle semble enfin comprendre que le terrorisme islamiste est une catégorie criminelle radicalement à part, qui n'a rigoureusement rien à voir avec la criminalité ordinaire, pour 2 raisons notamment, c'est-à-dire que la contrition est seulement apparente et qu'ensuite ils veulent commettre ou renouveler des transgressions criminelles. Premier point. Le deuxième, est-ce que 50 ans, pourquoi 50 et pas 40, certes, est-ce que ça n'est pas un moyen de régler l'éternel problème de ces gens qui sortiront après avoir purgé leur peine et dont il faudra justifier le maintien en détention alors qu'ils l'auront purgé? Il est vrai que condamner quelqu'un à 50 ans de prison règle le problème. Didier Votre Lebray. avis? Sur le premier point, c'est clair, et les premiers propos tenus par Abdeslam le montrent. Non seulement il n'y a pas de contrition, il n'y a pas de remords, il n'y a aucune empathie. Ce garçon se permet à l'outrecuidance de nous parler de lui-même en nous parlant de ses conditions de détention. C'est absolument obscène, je trouve, voire je me mets à la place des victimes. Je comprends que la colère que ça puisse susciter. Philippe, vous avez parfaitement raison. C'est dans la mesure où il conteste, il va jusqu'à contester la juridiction française, puisqu'il s'en remet à Dieu. Et donc vous avez raison, il n'y a pas de raison que une fois sorti, une fois la peine purgée, qu'il ne recommence. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte qu'il ne sorte pas. Je suis totalement d'accord avec vous, mais une fois encore, c'est à la justice d'en décider. Moi, je suis opposé à cette idée d'une inflation permanente des textes. On peut ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais je pense que depuis les grandes lois qui ont permis à la lutte contre le terrorisme de progresser en 86, puis en 94, l'association malfaiteurs avec notre terroriste, ce qu'on a fait aussi en 2015 sous François Hollande, en donnant des moyens à la fois considérables au service de renseignement, mais en permettant aussi d'aller le plus loin possible pour permettre à la justice non pas d'être prédictive. On ne peut pas se fonder
sur des hypothèses pour arrêter les gens. En revanche, sur un faisceau d'indices concluant qu'il va y avoir un passage à l'acte, aujourd'hui, on peut le faire. Donc, je pense qu'on a tous les moyens, à la fois de répression. La question de la sortie de ces détenus d'un genre très particulier, elle se pose, elle va se poser. Il y en a plus de 400 qui sont aujourd'hui, qui ont été jugés, ou qui sont en instance d'être jugés pour des faits de terrorisme. Il y en a le double qui sont en phase de radicalisation ou quelque chose d'approchant. La question va se poser. La question s'est d'ailleurs posée à l'époque de François Hollande. Comment passer du délit au crime quand les gens étaient très éloignés de la commission même, mais dont on savait que le risque de radicalisation pouvait les pousser ensuite à l'acte. Je suis d'accord, il y a un vrai sujet. Françoise Degois. Oui, Didier Lebret, bonsoir. Bonjour. Évidemment, je suis absolument d'accord sur la qualification du terrorisme. Je dirais pas terrorisme islamiste, je dirais terrorisme tout court. Pour avoir suivi le procès des terroristes basques, nous sommes dans la même idéologie glaciale, glaçante. C'est une idéologie politique, si on prend les brigades rouges également, mais c'est la déshumanisation, la chosification, l'idéologie poussée à l'extrême. Donc, parlons génériquement de terrorisme. Là, en l'occurrence, ce qui nous frappe, c'est le terrorisme islamiste. Mais ce qui a frappé les Espagnols, par exemple, pendant des années, et vous le savez très bien, c'est le terrorisme basque. Cruel, sanglant, sanguinaire. Donc, moi, j'entends tout ce que vous dites et ça m'intéresse et je pense qu'il faut régler ce problème. Je comprends très bien qu'on veuille le régler. Je suis toujours désolé, si vous voulez, de la démagogie. Moi, ça me gêne. J'aurais aimé que Xavier Bertrand, dans ses propositions, en parle plus tard, ou avant, ou après, si vous voulez. Là, on est en plein... Ce qui me gêne, c'est la pensée, l'arrière-pensée. On est dans une émotion très forte. Je ne sais pas si vous avez commencé à regarder tous, bien sûr vous l'avez fait, les témoignages divers des victimes. On se sent tout petit, on a notre cœur qui bat à l'unisson, mais personne ne peut se mettre à cette place-là. Voilà. Donc je suis toujours gêné, et ça, je vous le dis, ça m'emmerde profondément, et je trouve ça assez indécent que Xavier Bertrand, utilise ce moment-là. Ça me gêne et de lui, et je l'aurais trouvé aussi gênant de la part de mon camp politique, qui est le Parti socialiste, vraiment. Guillaume Rivalan. 3 points. Premièrement, je pense que tout le monde se joindra pour rendre hommage aux victimes, aux familles, aux forces de l'ordre, aux soignants, aux armées et finalement aussi à tout l'appareil de la justice qui aujourd'hui traite un procès hors norme. Deuxièmement, je pense que ce qui distingue finalement la dictature d'une société comme la nôtre, c'est la règle de droit. Et justement, troisièmement, c'est peut-être un débat technique avant d'être un débat politique, au sens où, et sans doute que Philippe Bilger pourra me contredire, mais il ne faut pas confondre la période de sûreté avec la perpétuité incompressible. Et ça, c'est absolument... Il y a eu 4 condamnations à de la perpétuité incompressible. Il n'y en a plus que 3 depuis la mort de Fourniret il y a quelques semaines. Il y a encore 3 personnes. Alors c'est toutes pour des viols, sévices et actes de torture sur des mineurs. Sur des enfants. Voilà. Bien sûr, mais ça c'est important de le comprendre puisque ça existe en France. Souvent on l'oublie, mais ça a existé pour ces 4 personnes et je crois qu'il y a grosso modo 500 personnes qui sont aujourd'hui sous le coup d'une perpétuité. Et ça c'est important également de le rappeler parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux en même temps que l'émission, beaucoup de choses de n'importe quoi se racontent, mais nous avons d'ores et déjà... On parle même pas des gens qui demandent la peine de mort, bien sûr, leur rétablissement. Non, parce que tout ce débat entraîne aussi le nouveau débat, le débat éternel sur rétablir la peine de mort. Le dernier point, c'est aussi la rétroactivité de la nouvelle mesure. C'est-à-dire que Xavier Bertrand, aujourd'hui, il fait un coup, c'est normal, il est candidat, c'est légitime, mais ça ne s'appliquera jamais aux auteurs des attentats. Une loi ne peut pas être rétroactive. Exactement. Heureusement d'ailleurs. Bien sûr. Non, mais sans doute, mais c'est important aussi de le rappeler. C'est-à-dire qu'on travaille pour l'avenir. Alors justement, Didier Lebret, vous avez entendu nos vraies voix, et on va aller au 0826 300 300 après. On a rappelé, pour le moment, il n'y a pas de terroriste qui ait eu la perpétuité réelle. Il n'y a que des cas dont on a parlé de violeurs, actes de torture sur enfants. Absolument. Est-ce que l'opinion... Est-ce que déjà, Salah Abdeslam, par exemple, je cite lui parce que c'est le plus connu, pourrait écoper de la perpétuité réelle? C'est ma première question. Et pour que vous répondiez également à Françoise et à Guillaume. Et deuxièmement, est-ce que vous croyez que l'opinion publique pourrait comprendre qu'il n'écope pas de la perpétuité réelle? Au vu du droit, ça peut paraître compliqué que la justice tranche le sens de la perpétuité. Après, au vu d'éléments, et c'est tout l'intérêt, je dirais, d'un procès, c'est que ça
contribue bien évidemment à la manifestation de la vérité, la vérité de cette affaire. Si cette personne continue de nier la juridiction qui le juge et confirme que quand il sortira, il recommencera, la question effectivement peut se poser dans ces termes. Alors est-ce qu'il faut la sortir d'une mesure de sûreté qui fera que plus jamais ce garçon ne sortira de prison ? Je ne sais pas, mais en tout cas, en conscience, la justice peut décider que, au vu du risque, il est hors de question qu'on a déjà eu trop de cas, y compris parmi les terroristes du Bataclan, hein, Ami Moore, qui faisait l'objet de mesures qui étaient surveillées par les services et qui avait une interdiction, qui était assigné à résidence, etc. Il a quand même réussi. C'est pas parce que vous pointez une fois par semaine au commissariat que ça vous empêche de prendre la poudre d'escampette. Ça, c'était évident. Donc, une chose. Après, pour revenir sur Xavier Bertrand, je voudrais juste dire deux choses, moi, qui me frappent quand on est dans ces moments très très durs, confrontés aux attaques ou dans le moment qu'on vit aujourd'hui. C'est qu'il y a deux choses, deux règles d'airain quand on est face à quelque chose d'aussi énorme, aussi dimensionné. Un, c'est l'état de droit. Et ne pas en sortir, sinon effectivement c'est ce que veulent ceux qu'on a en face de nous. Et deuxièmement, j'allais dire de la sobriété, mais c'est pas de la sobriété, c'est un minimum de décence et d'union politique. C'est ça qu'on attend des responsables politiques. C'est ça qui fait la force de notre pays. Je vais très vite, Didier, et toutes les vraies voix, pour dire quand même que honnêtement, il y a une sidération pour moi. J'étais persuadé, j'écoutais le procureur Jean-François Ricard, le patron du parquet antiterroriste. J'écoutais tous les observateurs, les avocats. Nous étions absolument persuadés que Salah Abdeslam resterait silencieux. Ça me faisait penser à ce très beau texte sur le silence d'Eichmann. Hein. Il y a des comparaisons. Eh bien, c'est sidérant la façon qu'il a de prendre la parole. C'est-à-dire qu'il sort de son silence pour nous glacer encore plus profondément le sang. Et je pense que pour avoir couvert au début de ma carrière des procès d'assises, son attitude, on est d'accord, la justice n'est pas la vengeance, mais son attitude, là je me tourne vers vous, Philippe Bilger, va être prépondérante aussi dans le jugement. Son attitude personnelle qu'on n'attendait pas là-dessus. Sûrement. Et moi, vous attendiez Salah Abdeslam sur ses déclarations ? Non, mais même si j'ai connu dans un autre registre le Fofana, les premières déclarations, c'était comme ça. Ouais, mais vrai, là où je ne vous rejoins pas, Françoise, mais c'est que je ne considère pas que le terrorisme lui-même soit toujours... se voit toujours appliqué. Je fais un sort particulier au terrorisme islamiste. Moi, je l'aurais parce fait, qu'il y a des terroristes basques, il y a des terroristes de toute nature qui ne sont pas nécessairement en dehors du champ classique. Je veux dire, on a connu des terroristes qui ont été accusés, qui ont été condamnés et qui n'ont pas renouvelé leurs agissements et qui, sincèrement, disaient on a compris. Le terrorisme islamiste... C'est pas le cas des Brigades Rouges, par exemple. C'est pas le cas de Pérez, grand patron du terrorisme basque, n'a jamais fait repentance de rien. Jamais. On part au 0826 300 300. Bonsoir Diane. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Diane. Alors vous pensez, vous êtes pour les 50 ans ou pour la perpétuité réelle ou pour autre chose ? Moi je vais peut-être choquer, mais pour la peine de mort, carrément. Je trouve carrément, en disant d'un genre particulier, ce sont des genres particuliers, non, moi je dis que c'est des criminels, et des criminels en puissance. Il ne faudrait pas quand même se mettre des œillères. C'est des gens quand même qui n'ont pas de moralité, qui n'ont rien, qui n'ont même pas de cœur, et qui tuent n'importe qui, des enfants, enfin tout le monde. Diane, donc on va lui mettre 50 ans, mais moi je ne peux pas qu'il sorte ce monsieur-là, Diane, ni des autres terroristes. Je voudrais vous poser une question. On parle notamment du cas d'un terroriste du 11 septembre, Zacharias Moussaoui, qui est incarcéré aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont des conditions de détention dans les prisons type, elles s'appellent les ADX Florence, où ils sont uniquement dans des murs en béton avec un tabouret en béton fixé au sol. Ils ont 1 heure de télévision par jour. Ils n'ont aucun contact avec d'autres personnes pendant des années. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est beaucoup plus cruel que la peine de mort ? Oui, mais moi je leur mettrai. Excusez-moi, hein, c'est peut-être être insensible. Ah non, mais on parle vrai. Hein. Mais ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font encore, et quand vous entendez tout ce qu'ils veulent faire, parce que quand vous les entendez, qu'ils n'ont aucun remords et qui tuent, mais enfin, il faudrait arrêter de vouloir la démocratie. Je la veux bien pour tout le monde, comme Bamiger a dit, je suis tout à fait d'accord avec eux. Les Basques et tout ça, d'accord, mais ils vont pas perpétuer, il y en a. Mais il y en a aussi, je voulais vous dire, la réclusion criminelle, s'il y en a un qui vient d'être libéré,
là, et qui a tué toute sa famille, c'est le médecin Ramondi, qui vient d'être libéré, Jean-Claude Ramondi, qui vient d'être libéré là, il y a 2 ou 3 jours. Et il a fait 26 ans de perpétuité, il n'y a pas que pour les enfants. Après, ce monsieur-là qu'on est en train de juger, vous croyez que c'est normal ce qu'ils ont fait? Ils ont tué, vous allez leur dire à toutes ces familles, mais il y a la démocratie, messieurs, mesdames, 180 morts, mais il y a une démocratie, il faut leur donner. Je ne suis pas d'accord. La démocratie s'arrête quand il y a des atrocités autant comme ça. Merci beaucoup Diane de Perpignan. Didier Lebray, vous voulez réagir brièvement, Guillaume Rivalan? Oui, très brièvement. On entend, il y a beaucoup d'émotions dans le témoignage de Diane. Il ne faudrait pas confondre émotion, colère et réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Vengeance, exactement, on ne peut pas souhaiter la mort d'un homme, quel qu'il soit. Par contre, le monde nous regarde, le monde regarde la justice française, là, pendant les mois à venir, et il ne faut pas se louper. Ça, c'est très clair. Didier Lebray, vous entendez l'émotion de Diane? Bien sûr, je comprends tout à fait. On a beaucoup critiqué. On est face à un double mystère dans la conduite des terroristes, à la fois sur les intentions réelles et sur le degré d'inhumanité de ces gens. Moi, souvent dans des conférences, les étudiants me disaient mais oui, mais aussi dans la résistance, il y a eu des actes de terrorisme. Je leur dis mais vous confondez tout. Jamais la fin n'a justifié les moyens au point de cibler systématiquement des innocents. Je veux dire, là, on est dans quelque chose. Bien sûr que toute entreprise radicale aura tendance à privilégier la fin sur les moyens, mais pas au détriment de notre propre humanité. Et c'est au nom même de cette humanité que l'abolition de la peine de mort a été un progrès considérable. Comme Françoise l'a dit, justice n'est pas vengeance, mais la justice, elle a une double fonction. Elle doit à la fois condamner, et elle doit aussi, à terme, si c'est possible, réparer, parce qu'on part du principe que la vie d'un homme n'est jamais terminée jusqu'à son dernier souffle. Donc philosophiquement, l'entreprise qui consiste à dire prenons la décision de priver un homme de sa vie serait une régression considérable. Nous serions à stade de leur barbarie à eux, et ça c'est impossible. Merci beaucoup Didier Lebray, coordinateur du renseignement à l'Élysée au moment des attentats, qu'on retrouvera dans Les Vraies Voix, bien évidemment. Verdict sur Twitter, vous êtes 95,5% à dire oui. Il faut donner la possibilité à la justice de prononcer une peine de 50 ans de prison pour les terroristes. On va avoir un sujet beaucoup plus léger tout de suite. C'est avec Alexandre Priam. Ça parle rugby et ça parle d'un grand champion de rugby. C'est bien avec nous sur Sud Radio.